Non, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un enchaînement de nouveautés qui m'ont régalé. C'est pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo pour te présenter les pépites du moment. Et on rentre directement dans le bain avec Tokyo Cannabis. Alors autant pour Jumbo Max et Manchuria Opium Squad, dire que ça ressemblait à du Breaking Bad en manga, c'était plus ou moins vrai. Avec Tokyo Cannabis, on est obligé de faire la comparaison parce que c'est quasiment la même chose. Parce que oui, on va suivre un père de famille qui, on va dire, dans les finances, c'est pas trop ça, hein. Il est fleuriste et faut se le dire, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Sa femme, elle travaille à côté, mais elle doit aussi l'aider dans son métier de fleuriste, voilà, en faisant la caisse, en faisant des choses. Bref, elle doit l'épauler encore pour que le foyer soit entretenu correctement. Et ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et Morio, il va aller dans son ancien lycée pour joindre une fête d'anciens étudiants, et il va recroiser son ami d'époque qui a l'air d'avoir réussi dans la vie, puisque voilà, une petite Rolex, une belle montre, beaux vêtements, les affaires se passent bien. Ils vont se voir après, plus tard dans la soirée, ils vont resympathiser ensemble, et c'est là que son ami va lui proposer un truc, il va lui dire mais je gagne beaucoup d'argent, oui, mais voilà pourquoi. Parce que je vends du cannabis en fait. Et comme tu le sais ou tu le sais pas, mais le cannabis à Tokyo c'est vraiment ultra réglementé. Enfin au Japon, au global c'est ultra réglementé. C'est pas comme au Canada où tu peux aller en acheter et en commander sur internet légalement. Donc là, Morio, s'il se lance là-dedans, il y a des risques. Mais voilà, sa femme va tomber malade, sa fille, bon elle va bientôt avoir l'université, tout ça à payer, ça coûte de l'argent. Et Morio il va se dire mais mince, je suis un loser en fait, j'arrive pas à subvenir aux besoins de ma famille. Je suis pas un bon père de famille, donc malheureusement il va tomber du mauvais côté et il va commencer à cultiver le cannabis et pourquoi pas devenir l'un des plus gros dealers de cannabis du Japon, parce que c'est comme ça qu'on nous le vend au début. Bon, je dois dire que durant ma lecture, je me suis dit bon, si le manga va pas plus loin que ça, c'est-à-dire que voilà, parce qu'on sait dès le début, c'est annoncé dès les premiers chapitres qu'il va devenir voilà, un des barons de la drogue, on va dire. Enfin, il va créer une sorte de cannabis qui va être surpuissante. Enfin, c'est super. Il va créer une belle sorte de cannabis, on le sait dès le début. Donc, quand tu dis quelque chose comme ça au début du manga, ça a intérêt à être assez bien et assez intéressant par la suite, avec des rebondissements sur lesquels tu t'attends pas. Et là, pour le coup, avec ce premier tome, c'est pas trop le cas pour l'instant. Parce que oui, avec ce premier tome, on s'attend à tout ce qui arrive. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Mais, je me suis quand même pas mal attaché à son personnage principal qui veut tout faire pour que sa famille soit dans le confort, hein, et qui se rend compte durement qu'il peut pas subvenir aux besoins de sa famille, quoi. C'est quelque chose d'assez assez fort pour un père de famille. Voilà, c'est un point de vue qui est assez, assez perturbant et qui est plutôt cool à suivre. C'est pour ça que je lirai la suite, mais j'espère que le manga apportera plus. On change complètement de catégorie puisqu'on va passer dans la bande dessinée / comics avec Black Science. C'est une BD qui m'a été envoyée par Urban, donc franchement je les remercie parce que voilà, c'est un gros bébé qui coûte 42 €, donc c'est pas rien. Donc merci à eux de me l'avoir envoyé. Et en fait je leur ai demandé parce que apparemment Black Science c'est un des monuments de la bande dessinée. Bref, c'est fait par Rick Remender au scénario qui est vraiment très coté. Le dessinateur Matteo Scalera, je sais pas trop, je connais pas trop, je vais pas faire le mec. Rick Remender en tout cas, c'est top à ce qui paraît. Et c'était le premier recueil que j'ai lu, enfin je pense à ma connaissance, c'était le premier recueil que j'ai lu de lui. Et je dois dire que j'ai été fortement conquis par Black Science puisqu'on va être dans le multiverse. Alors le multiverse, là on commence à en avoir partout, hein. Je lis Invincible, il y a du multiverse. Dans Marvel Studios, les films, tout ça, il y a du multiverse. Miles Morales, tout ça, enfin bref, tout le temps du multiverse. Mais dans Black Science, c'est assez différent puisqu'on va suivre une équipe de scientifiques dont l'un de ces scientifiques a créé une machine qui permet de voyager à travers les univers. Tu vas me dire, mais pourquoi ils font ça? Enfin, c'est quoi le but? L'objectif, écoute-moi bien, c'est de trouver des coutumes, des médicaments, des soins, des choses qui permettent d'éradiquer tous les maux, que ce soit les maladies, les cancers, je sais pas, les maladies dégénératrices, plein de trucs, enfin les trucs qui font qu'on vit moins longtemps. Ils vont essayer de trouver voilà, des remèdes à ça, en voyageant à travers les univers, en communiquant toutes les informations, les avancées technologiques aussi, pour qu'en fait tous les univers soient connectés et vivent mieux. Ça c'est la finalité. Mais dans l'exécution, ça se passe pas du tout comme prévu. Déjà la machine, elle a été sabotée, donc le premier univers où ils vont, c'est complètement la catastrophe. Ils vont se faire pourchasser par des monstres, ils vont essayer de s'en sortir, boum, ils vont aller dans un autre univers, ils arrivent en pleine guerre. Et ce deuxième monde, je dois dire, c'est le monde qui m'a le plus séduit parce qu'il y a une sorte de revisite de la Seconde Guerre mondiale avec les Amérindiens qui ont eu voilà, un accès à une technologie qui font qu'ils sont ultra puissants. Bref, c'est ce que j'ai aimé finalement avec Black Science, c'est que à travers chaque univers, on a un graphique différent, des environnements différents, des choses qui sont racontées qui sont différentes, des réalités aussi différentes, des créatures différentes, des
dialectes différents, et bref, c'est très intéressant. Et le fil conducteur, finalement, ça va être cette équipe de scientifiques, avec ce personnage principal qui a créé cette machine, qui, n'est pas seul, puisqu'il va y avoir aussi un autre lui d'un autre univers qui a créé la machine. Ça va se répondre, il va avoir aussi des enfants qu'il veut sauver, parce que les enfants, ils se sont retrouvés, malgré eux, téléportés aussi dans les autres univers. Bref, c'est un gros bazar, et il va essayer de reconnecter tous les fils pour sauver sa famille. C'est un personnage aussi qui a plein de défauts, voilà, il n'a pas été très cool avec sa femme. Avec ses enfants aussi, il n'a pas passé beaucoup de temps, donc voilà, avec ce voyage aussi, on va voir un peu l'évolution d'un père, hein, finalement c'est un peu le thème de ces 2 premiers livres, mais voilà. Je suis conscient que pour ceux qui lisent du manga, c'est pas le genre de comics où tu vas te lancer dessus, parce que déjà il y a une grosse barrière avec le prix qui est 42 €. C'est pas rien, en sachant qu'il y aura 3 tomes comme ça, et ce sera une intégrale en 3 tomes, donc 3 fois 42, ça peut faire mal, je comprends, mais voilà, pour ceux qui ont les sous et qui ont la curiosité, intéressez-vous-y. Intéresse-toi, c'est plus simple. On retourne dans le manga, et évidemment que je me suis jeté sur Sous-Bouteille. Bon, en fait, je me suis jeté, mais on me l'a envoyé aussi. De toute façon, j'allais l'acheter, quoi qu'il arrive, parce que voilà, c'est du Fujita. J'ai lu Karakuri Circus et j'ai adoré. Donc, quand on m'a dit que Sous-Bouteille, c'était son dernier manga en date, qu'il est plutôt dans le style horrifique, je me suis jeté dessus. Franchement, c'était voilà. Je pense que dans mes attentes de l'année, il est placé très haut. Et je dois dire que ce premier tome m'a plutôt rassuré. Sous-Bouteille, c'est quoi? C'est une sorte de maison hantée. Une maison hantée qui est plus ou moins connue par la population, mais qui par l'État du Japon, savent que il y a un truc qui se passe très mal. Et nous, on va le voir aussi du point de vue d'un personnage, le personnage principal qui est un mangaka qui habite pas loin de cette maison hantée, et qui un jour va voir que un enfant qu'il connaît plus ou moins, dont il a fait la rencontre juste la veille, le père de cet enfant va mourir parce que voilà, il est rentré dans la maison et il s'est fait charcuter. On voit toutes ces images d'ailleurs au moment où il se fait tuer, ce père de famille, et je dois dire c'est assez choquant. Voilà, on voit que avec Sous-Bouteille, on est dans un récit horrifique, parce que les dessins, voilà, c'est pas trop censuré, donc ça c'est pour ceux qui aiment les récits horrifiques, ça peut être cool. Tu t'en doutes après, Sous-Bouteille, cette maison, ça va être l'élément principal du récit. On va avoir l'État japonais qui veut enterrer cette maison parce que ça peut poser que des soucis, et donc ils vont évacuer toute la population et ils vont faire un largage de bombes dessus. Hop, la fumée va partir, tout ça, et on va se rendre compte que Sous-Bouteille c'est toujours là. Et en parallèle de cette mission d'explosion de Sous-Bouteille, il y a un ancien avion qui avait disparu avant, qui refait surface avec juste un habitant à bord, qui est un personnage assez particulier qui lui veut détruire Sous-Bouteille. Et on va aussi apprendre par la suite que non, je vais pas te le dire, je te laisse la surprise. Faut que tu lises Sous-Bouteille pour en savoir plus. Moi, ce que j'ai pensé avec ce manga, c'est que les dessins, Fujita, c'est toujours au top pour moi. Alors je sais qu'il y a des gens qui peuvent ne pas trop aimer les dessins parce que les chara-design sont un peu particuliers, je trouve que c'est un peu old school, mais pour tout ce qui est scène marquante, scène d'action, je trouve que Fujita excelle. Alors c'est vrai que pour les scènes un peu plus tranche de vie, c'est un peu classique, mais voilà, dès qu'on est dans de l'action, dès qu'on doit dessiner dans le détail, j'adore. L'ambiance aussi du récit est aussi très captivant. Voilà, c'est une ambiance très dark, comme je te l'ai dit, c'est vraiment glorifique et on voit vraiment la différence entre un Karakuri Circus et un Sous-Bouteille, et ça me plaît vraiment parce que je voulais pas avoir une histoire pareille, parce que voilà, c'est une série longue, donc voilà, entre Karakuri Circus et Sous-Bouteille, si ça se répétait un peu trop, ça m'aurait un peu déchauffé, mais là je vois qu'on est dans quelque chose de complètement différent. Il y a aussi un élément assez intéressant, c'est que le personnage principal est un mangaka. Alors je connais pas Fujita, j'ai rien lu au niveau de lui, de ses interviews, mais je pense, et ce serait judicieux de sa part, de mettre un peu de sa personnalité dans ce mangaka, et ça va être un peu, on va découvrir cette histoire, l'histoire du Sous-Bouteille, de cette maison hantée, à travers ses yeux, à travers ce personnage. Donc je pense que ça c'est très intéressant, ce qui me donne envie vraiment de lire la suite de Sous-Bouteille. Donc voilà, j'attends le tome 2 avec impatience. Il se peut que ça soit déjà sorti chez vous. Je dis chez vous parce que, pour rappel, si tu le sais pas, moi je suis au Canada, et vous êtes la majorité à me regarder en France. D'ailleurs, en parlant de Canada, n'oublie pas que mon code LIRCA est en description. Voilà, si tu veux acheter des livres depuis l'étranger, tu peux l'acheter avec mon code d'affiliation. C'est un code qui te donnera 10% lors de ta première commande. Les 10% aussi iront dans ma poche, donc voilà, c'est donnant-donnant, ça soutient la chaîne, ça m'aide à acheter des mangas. D'ailleurs, j'ai une livraison qui arrive bientôt, voilà, grâce à quelqu'un qui a acheté beaucoup de mangas, et donc ça fait plaisir. Manga suivant. Et on est déjà sur le dernier manga
de cette vidéo. Et forcément, si tu suis la chaîne, tu savais que je l'attendais puisque je le plaçais dans mon top 10 de mes attentes de l'année, tout comme sous bouteille. Hein. Et je crois même qu'il était dans les top 3. Hein. Ninepix, je pense qu'il était dans mon top 3 minimum. Pourquoi je l'attendais ce manga? Parce que je dois dire que le scénario m'avait pas mal intéressé. Puisqu'on est dans un Furio. Donc le Furio, tu sais, hein, pour le résumer grossièrement, c'est un style de manga où il y a des lycéens qui se mettent dessus. Voilà, c'est une bataille de lycéens. Et donc voilà, c'est une époque qui a marqué pas mal de monde de par les mangas. Il y a des mangas qui sont vraiment cool comme Boku no Hero. Récemment, il y a eu notamment Tokyo Revengers, qui est un sort de Furio, qui a pas mal fait parler de lui. En tout cas, au niveau des ventes, ça a beaucoup marché. Au niveau de l'anime aussi, ça a beaucoup marché. Alors moi, j'étais vraiment à fond dans Tokyo Revengers au début, et je dois dire que là, plus ça va, moi je suis intéressé. Mais j'ai l'impression que ce manga, Ninepix, existe grâce à Tokyo Revengers, parce qu'on va être un peu dans la même veine, puisqu'on va avoir cette histoire de voyage dans le temps. Ce personnage principal, il va rentrer de son lycée un beau soir, évidemment il s'est battu la journée, son père il va faire moi je sers pas à manger à un gamin qui est fier de s'être battu, voilà, bref, et lui il va un peu rager. En fait on va comprendre que la relation entre le père et le fils, décidément c'est vraiment le fil conducteur de cette vidéo, la relation père-fils, mais là c'est vraiment le sujet. On va voir en fait que cette relation, c'est pas mal conflictuel. Déjà la mère elle est morte quand le personnage principal qui est Gaku, elle est morte quand il avait 2 ans, donc il a pas connu, et voilà, on peut pas dire que la relation est au beau fixe. Voilà, j'ai l'impression que le père ne s'est pas trop ouvert à son fils, et son fils, voilà, le fait qu'il n'ait pas eu l'amour de sa mère ou je sais pas quoi, il est aussi fermé. Bref, c'est une relation assez conflictuelle, et en fait, malheureusement, ce père va décéder à la suite d'un accident de camion. Il va se faire isekai, on sait pas, ça se trouve il est dans un autre monde actuellement, dans un autre manga, mais dans ce manga, il est décédé, et un beau soir, le soir justement de l'enterrement, tout ça, des funérailles, notre personnage principal, Gaku, va pêcher et il va se retrouver téléporté, je te laisse découvrir comment, mais il va être téléporté quelques années en arrière au moment où il va retrouver son père directement, qui a lui aussi 16 ans. Donc les deux gamins de 16 ans vont se retrouver ensemble. Lui, il va tout de suite identifier que c'est son père, parce que nom de famille, prénom, situation géographique, et aussi son père, sa mère, qui est son grand-père, sa grand-mère, donc il y aura aussi une sœur, enfin bref, il va se rendre compte que c'est son père, et en fait, lui, il va se dire, mais attends, en fait, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur mon père. Et en fait, ça va être à peu près ça l'histoire de Ninepix, où j'imagine que il va apprendre à connaître son père, parce que il le voyait comme un loser, gérant de restaurant peu fréquenté, mais au final, en fait, justement, à l'enterrement, j'ai oublié de te le dire, mais à l'enterrement, il y avait tellement de monde, il va être surpris sur le fait que, mais attends, mon père était si connu que ça, enfin si reconnu que ça, et en fait, on va apprendre pourquoi, parce que son père, il est très fort à la baston, tout comme son fils, tout comme Gaku, et donc, ils vont joindre leurs forces pour se bastonner, donc c'est quelque chose d'assez drôle. Et aussi on va apprendre que ce fameux père, il a uni tous les lycées de la ville, chose qui n'a jamais été fait avant, et on va voir comment il va faire pour les unir. Bon, c'est aussi une histoire où on nous dit à peu près les tenants et les aboutissants de l'histoire au début du manga, puisqu'on va savoir que son père va unir les lycées. On va aussi nous faire comprendre que c'est grâce à l'unification de ces lycées que lui il a vu le jour, donc voilà, on va voir comment tout ça se fait. Il y a aussi ce problème et ce paradoxe temporel, parce qu'il faut pas trop qu'il modifie et qu'il altère la réalité, puisque ça veut dire que son lui du futur ne va pas évoluer. Enfin bref, c'est toujours dans ce genre de voyage dans le temps, il y a toujours ce genre de paradoxe, donc à voir comment ça va être géré. Et aussi, moi j'ai peur que le récit finalement ça soit que ça, voilà, qu'on soit que dans cette relation père-fils, où on va voir Gaku qui va voir comment son père est, on va voir cette relation qui va évoluer, et en fait finalement j'imagine qu'il va apprécier son père, puisque dans le présent il l'appréciait plus ou moins, donc voilà, ça c'est intéressant, mais si c'est que ça, je risque d'être un peu surpris, et c'est là où ce que j'ai bien aimé avec ce premier tome, c'est qu'il y a un petit truc en plus, un détail où je me suis dit, ah, c'est ce que j'attendais pour que ça soit vraiment intéressant et que j'ai envie de lire la suite. Je vais pas te dire la surprise, mais voilà, il y a notamment un personnage où tu dis, oula, ok, c'est une histoire qui peut être intéressante. Bref, c'est un manga pas trop prise de tête. Je pense aussi que c'est un manga qui coûte moins de 7 €, donc voilà, 6,95 €, donc c'est plutôt cool. Hein, une période où tous les mangas maintenant coûtent plus de 7, voire 9, 8 €, ça fait plaisir. Voilà, je dis ça, c'est moi qui l'ai acheté, hein, je précise quand même, on me l'a pas envoyé, mais voilà, je soutiens ça. Il y a aussi Kyun qui ont fait une belle campagne avec ce jeu vidéo, enfin voilà, on sent qu'ils comptent sur la licence, hein, je l'ai vu aussi passer sur
Zen, l'émission sur Twitch. Donc voilà, on sent que Kihun là ils mettent vraiment beaucoup d'argent pour pousser la série, et je trouve que c'est bien parce que c'est une série qui mérite, et vraiment j'ai trop hâte de lire la suite. C'était tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ma chaîne, et aussi ça me permet de voir que vous aimez ce que je fais, donc vraiment si t'es là, je te remercie beaucoup. On est un peu dans une période de vacances, donc je suis pas sûr de maintenir une vidéo par semaine durant la période juillet-août, voilà, je préfère prévenir. Je te souhaite de bonnes vacances si toi t'as des vacances bientôt, et pour tous ceux qui travaillent, comme Bibi, bon courage, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était un viewer, bye.